Bonjour à tous, ça c'est notre séance numéro 6. Ici on commencera à parler du modernisme, c'est-à-dire les grands mouvements qui commencent autour du 1910 au 15 avec force, surtout Mexique, Uruguay et Argentine. Les noms plus importants sont des Rodó, Darío et Vasconcelos au Mexique. Darío Nicaragua et Rodó Uruguay. Il s'agit d'un mouvement qui redécouvre les raisins latins de l'Amérique du Sud. Il faut se souvenir que jusqu'à ce thème-là, le terme qu'on a utilisé pour définir les Amériques a été les Amériques au pluriel. Et c'est seulement plus tard que le terme Amérique latine se popularise, mais c'est déjà à partir plus ou moins au début de la Deuxième Guerre mondiale, et c'est déjà dans une condition de subalternité, où l'Amérique latine c'est déjà quelque chose en bas par rapport à l'Amérique du Nord, que c'est là nous. Et dans ce moment-là, on a défini l'Amérique comme l'Amérique du Sud, méridionale, et on a parlé de deux Amériques. Et le modernisme va remettre au centre l'homme. Et dans toutes ses façons et aspects. Il y a un fort mouvement de redécouverte du populaire. Il y a en fait la redécouverte ou la découverte du peuple. Le terme peuple en étant utilisé surtout de son façon négative pour parler de la foule, de la multitude, de confusion, des choses à contrôler. Et dans le modernisme, le terme peuple change de valeur, il commence à être réinterprété, si vous me comprenez, comme un bonus, quelque chose de positif. C'est dans le peuple qu'il faut trouver et chercher la raison d'être de la nation. Symboliquement, c'est le peuple, c'est la nation qui s'inspire le peuple, c'est pas le peuple qui doit s'inspirer ou là c'est inspiré par la nation, comme dans les périodes avant. On se souvient qu'on a commencé à parler du peuple comme problème. Toute l'intelligence, tous les intellectuels latino-américains se sont préoccupés avec l'essence de son propre peuple, en l'entendant comme quelque chose de problématique, en l'entendant comme quelque chose défini pour le manque, pour l'absence de quelque chose, des caractéristiques positives, en n'étant jamais tellement bon, productive, dynamique, comme le peuple autre, le peuple du Nord. Et dans ce moment-là, c'est que je répète, commence avec force au Mexique, et on entend pourquoi au Mexique, parce qu'au Mexique, la révolution, c'est la seule révolution aboutie en Amérique latine, avec l'exception d'Haïti, que fait des changements radicaux dans la constitution de la société et dans la formation des élites. Il y a beaucoup plus que dans les autres pays, sûrement beaucoup plus du Brésil, où l'indépendance du Portugal, la déclaration de l'Empire et après la déclaration de la République sont des changements, bien sûr, à l'abolition de l'esclavage, mais sont des changements très graduels, sans des coupures violentes et sans des coupures entre une élite et l'autre élite. C'est-à-dire
il y a beaucoup plus de continuité que de coupure. Et au Brésil, le modernisme s'anticipe dans les années 20, dans la première biennale justement moderniste de São Paulo en 1922, qui est organisée surtout par les intellectuels plus cosmopolites. C'est intéressant, c'est ironique, ou drôle même, que les intellectuels ils sont justement les intellectuels plus cosmopolites. Tous eux, presque tous avec des noms italiens ou allemands, il s'agit de fils de bonne famille d'origine italienne ou allemande, surtout à São Paulo, la vie plus cosmopolite, plus mode, qui a grandi plus tôt, plus rapidement au Brésil, avec plus d'immigrants, qu'on redécouvre les raisins populaires de la musique, de la culture populaire, de plusieurs aspects de la culture populaire qui étaient surtout associés aux Noirs et aux indigènes, aux Indios. Voit la redécouverte du populaire ou la transformation du peuple de onus en bonus, c'est une œuvre d'ingénierie sociale qui se développe avec plus de succès, justement à partir du moment plus cosmopolite, à partir de l'endroit plus cosmopolite au Brésil. Et c'est justement São Paulo, en opposition à Rio de Janeiro, défini comme toujours la capitale du Brésil, parce que la capitale du Brésil change de Brésil seulement dans les années 50, et définie comme une ville monarchiste, ancienne, statutaire, sans mobilité, peu agile. Et s'anticipe là un mouvement de redécouverte, il s'organise des missions folkloriques partout, surtout vers le nord et le nord-est du Brésil. C'est intéressant que le nord, vu comme l'endroit où la présence indigène est plus forte, et le nord-est, vu comme l'endroit où la présence africaine ou de noirs c'est plus fort, sont identifiés comme deux réservoirs de la culture nationale à être redécouverts, à être, si vous voulez, alphabétisés, à être transcrits et transformés en quelque chose de présentable et de muséalisable. Et commence à se faire, à s'organiser des missions pour enregistrer avec des équipements très lourds, très grands, la musique pour la première fois, la musique populaire fortement percussive et pas interdite commence à être vue comme quelque chose d'intéressant. Il faut se souvenir que la percussion au Brésil était toujours interdite. On a eu besoin de l'autorisation de la police, du département de vice et prostitution de la police, imaginez-vous, pour pouvoir faire les batuques, la fête percussive, et dans de petits moments, pas toute la nuit, était considéré quelque chose de sale, associé à la prostitution, au vice, à l'alcoolisme. Imaginez-vous que signifie que cette transition de quelque chose maltraité, caché, puni, interdit, vers quelque chose d'intéressant, qu'en fois poli, on peut la montrer, on doit la montrer, on doit la transformer dans un morceau de notre imaginaire national. Et ça s'est passé avec beaucoup des aspects, avec la musique, avec la capoeira, avec le samba, et avec la religiosité afro-brésilienne, qui a été transformée dans les années 30 dans une source intéressante de religiosité pour la religiosité nationale. La capoeira, dans son processus de transformation et purification, si vous voulez,
avec l'aide des intellectuels, avec l'aide des gardes des intellectuels et après, qu'on verra, des étrangers, se transforme dans une art martiale nationale, authentiquement brésilienne, d'origine africaine, qu'on peut le montrer, on peut l'enseigner quand même de l'académie militaire, de l'armée et de la police, en étant quelque chose de national à être préservé. Souvenez-vous que la capoeira était interdite, que les capoeiras, les joueurs de la capoeira, ont été punis et mis en prison avant ce moment-là. La même chose, et dans une façon encore plus éclatante, a passé avec le carnaval, qui a été fort redécouvert. Il était dans un processus, plusieurs fois, de purification, de raffinement et de sélection. Il était transformé dans la vraie fête nationale. Bien sûr, le carnaval redécouvert dans les années 30 et patrimonialisé, établi comme le carnaval national, c'est quelque chose pas trop pareil avec les petites fêtes noires africaines, fort percussives, avec des danses très sensuelles, avec beaucoup de choses à boire. Mais c'est un carnaval qu'on peut l'appeler organisé, chronométré, avec une organisation, avec une statut, une organisation très ferme, avec des associations présentables. La musique, c'est moins percussif, c'est plus mélodique, il y a l'utilisation de percussions, mais ce n'est pas seulement mélodique. Avec une relation avec la grandissante industrie musicale du pays. C'est un processus de purification, de raffinement, de sélection. Il y a, si vous voulez, un petit purge des aspects plus africains. Il y a un procédé désafricanisation des fêtes. Si vous associez la fête plus populaire avec l'africanité, comme était jusqu'au moment le cas. Mais c'est important que ce processus d'incorporation sélective à l'imaginaire national du patrimoine noir et indigène a eu un fort effet sur la personnalité de beaucoup de leaders, beaucoup de voix noires qui se sont sentis pour la première fois reconnus, acceptés et même valorisés par l'État. A posteriori, on peut parler d'une incorporation sélective, mais imaginez-vous que a pu signifier pour la population noire être finalement reconnue, avoir sa fête et sa religiosité vue comme une partie de l'imaginaire et de la culture nationale, peut-être peu à peu la partie plus importante de la culture nationale. C'est dit qu'à partir des années 30, et forte à partir de la Deuxième Guerre mondiale, c'est inimaginable de penser la culture populaire sans les Noirs au Brésil et sans l'indigène. Et la culture populaire et la culture noire sont presque la même chose, sont en forte relation avec, entre soi. Et il y a deux moments qui sont symboliquement importants, qui sont c'est l'invention du mot afro-brasileiro, et sa canonisation avec le premier congrès afro-brasileiro de 1934 à Recife, organisé par Gilberto Freire et autres jeunes intellectuels à Pernambouc, que pour la première fois amène dans les théâtres plus prestigieux de la ville, je ne me souviens pas le nom, mais les théâtres plus comme l'opéra de Recife, comme forme de spectacle, mais aussi comme forme de reconnaissance. Tous les leaders du maracatu et du Shango, comme au Pernambouc s'appelle la religiosité et la religion
afro-brésilienne, en les montrant à la bourgeoisie, à les intellectuels, à l'élite, comme quelque chose à être valorisé et reconnu. Quel bouleversement c'est ça? Le 12e congrès a été organisé par Edson Carnero à Salvador en 1937, et ça c'est encore plus un moment d'acceptation, d'exhibition de la culture noire et de sa promotion, parce que les maîtres des cérémonies, c'est les maîtres de la conférence, c'est un noir, né africain, et que déjà vieux, martiniano de Bonfim, qui a voyagé entre le Nigeria et le Brésil et a fait des liens très forts entre Lagos et Salvador. Il fait partie d'une famille binationale et il finalement trouve proche de sa mort, il est mort peu en 1943, la reconnaissance qu'il a toujours cherchée. Il y a des moments de cette conférence qui sont organisés dans les terreros, dans les fêtes de candomblé, dans les maisons de candomblé, et en visitant un groupe pour la première fois, 5 ans d'intellectuels, et pas seulement baïanais, mais de tout le Brésil et quand même des étrangers, et en visitant les fêtes, en étant reçu pour le leader de la maison, comme forme de reconnaissance. C'est à ce moment-là qu'arrive ce moment fertile, un moment ironiquement, on parle d'un gouvernement autoritaire et populiste, enfin en dictature populiste, l'Estado Novo, et que cette transformation, cette incorporation sélective de la culture noire et indigène à l'imaginaire national a été fait. Mais c'est un moment fertile pour transformer le Brésil et surtout Bahia, identifié comme the root of roots, la région du pays où les raisins noirs sont plus fortes, où la population noire c'est plus dense, plus grand en pourcentage, et transformer Bahia dans l'endroit idéal pour se faire la recherche. À ce moment-là, la Bahia est transformée dans l'endroit plus, si vous voulez, plus typique, plus afrotypique au Brésil. De la même façon et dans le même temps que le Yucatan au Mexico est transformé aussi dans un procès où il y a une garde nationale, translocale et étrangère, dans l'endroit, transformé dans l'endroit plus typique de la culture indigène mexicaine. C'est le Yucatan, c'est au Mexico, ça que la Bahia, c'est au Brésil. Et c'est pour ça qu'au Yucatan et en Bahia commencent à arriver beaucoup des étrangers pour la première fois, pas seulement comme voyageurs, mais comme chercheurs. Mon livre, Field Station Bahia, parle de ça. En détail, je préfère dans cette séance données comme je vous donnais, les contextes historiques, ce processus de transformation qui fertilise l'ambiance et il devient une ambiance où l'arrivée des étrangers est possible, ils sont bienvenus. C'est le moment que commence aux États-Unis la politique du bon voisin, the Good Neighbor Policy. C'est à partir de 1935-36 avec le fort développement de la fondation Rockefeller, où David Rockefeller lui-même est appelé pour coordonner la Good Neighbor Policy, la politique du bon voisin, où les Américains cherchent de faire ça qu'aujourd'hui on peut appeler de soft power avec l'Amérique latine, c'est-à-dire des ambassades culturelles, des missions culturelles,
de forts investissements en bourse, en fellowship, en voyage, quand même en bibliothèque, pas exactement dans la création des institutions de recherche en Amérique latine, mais surtout en tournée l'Amérique latine en région moins inconnue pour les Américains et en faisant la promotion des États-Unis, de ces institutions, de ces forces culturelles en Amérique latine pour montrer qu'il y a beaucoup de choses intéressantes. Et dans ce contexte-là qu'arrive Franklin Frazier, Lorenzo Dautana, et plus tard, un petit peu plus tard, Melville et Francis Herskovits, en faisant de l'abbaye un endroit important pour un débat sur l'origine des cultures noires autour de la notion d'africanisme, c'est-à-dire la tension, le débat a été entre Herskovits en disant que les cultures noires au Nouveau Monde sont l'expression récréée de l'africanité souvent inconnue, souvent cachée et toujours réprimée. Et des autres, comme surtout Fraser, en disant que les cultures noires au Brésil, ou comme partout, sont l'expression des peuples qui ont fait la résistance à l'esclavage, que c'est l'esclavage, le racisme et la subordination, la cause de la culture noire, et que l'Afrique c'est une chose tangentielle, pas tellement importante, même que Fraser, dans les cas moyennes, reconnaît l'existence de l'Afrique dans la culture populaire. C'est sur ça que je parle dans mon livre, et c'est sur ça que j'espère que vous pourrez faire votre travail sur les forums. Dans les forums, j'aimerais bien que vous fassiez ça. Vous reprenez les 3 termes plus importants, selon vous, dans les premières 6 séances, c'est les 5 présentielles et cette séance-là que c'est asynchrone. Vous choisissez 3 termes, le terme qu'on a utilisé plus souvent, ou le terme que vous intéresse plus, ou les termes qui sont plus proches de votre projet de mémoire, et vous m'expliquez pourquoi ces 3 termes sont importants pour vous, votre mémoire. Et c'est un travail d'interprétation de ça que je dis, ça qu'on a dit, de votre présentation. J'aimerais bien que vous fassiez une présentation de 2 pages de ces 3 termes, 2-3 pages, pas plus, dans la ressource de forum, dans la plateforme, et que aussi vous faites un petit commentaire, et le forum permet ça, à 2 autres commentaires de collègues. Chaque étudiant écrit son propre commentaire et fait les commentaires de courtes, 5 lignes, 4 lignes, 3 lignes, de 2 commentaires de collègues. Bon, à la prochaine et bon travail à tous.